Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus avec le Clémy qui nous propose tout de suite un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider petits et grands sur leur rapport au numérique. On regarde ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. C'est Arwa Chaouki qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Arwa. Bonjour Philippe. Je vais y arriver. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un marché de l'immobilier alternatif. Oh là là, bon, on voit ça avec vous dans un instant. Oui. Et c'est notre grande question du jour. On va essayer de comprendre pourquoi tant de jeunes filles rêvent de devenir médecins, ingénieurs ou encore vétérinaires, mais finissent à un moment dans leur parcours par décrocher les maths au fil des années. Les chiffres, vous allez le voir, sont là. L'enquête dont on va parler montre une appétence scientifique forte chez les jeunes filles, notamment en mathématiques, et pourtant l'écart de niveau en faveur des garçons est inquiétant. Alors comment expliquer ce paradoxe et surtout comment y remédier? On va vous donner quelques pistes d'explication aussi avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippe Colléon. Vous êtes toujours le bienvenu dans l'École du Futur. Très contente de vous recevoir à nouveau. Je rappelle pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes le cofondateur d'Acadomia. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, on regarde ensemble un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui vous est proposé aujourd'hui par le Clémy. Salut. Salut. Coucou. Ça va? Tout le monde s'est moqué de moi à l'école parce que j'ai dit que manger de l'ail, ça protégeait du coronavirus. Qu'est-ce qui t'a pris? Là, il ne protège pas du coronavirus. Quoique si t'en manges une quantité un peu trop importante, ça peut créer de la distanciation sociale. Ok, c'est donc l'épisode où on se rend compte que mes petits hommes se frottent aux fake news. Mais c'est peut-être pas si grave. Ça, c'est la phrase qu'Erwan ne devrait pas dire en général. J'avais lu ça sur Internet et quand le prof m'a interrogé, je me suis lancée. Et après, on m'a appelé Théo aïe 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 toute la journée. J'ai une idée. Pardon, c'est plutôt celle-là, la phrase qu'Erwan ne devrait pas dire en général. On va inventer les gestes barrières anti-fake news. Ainsi, tu te feras plus avoir. Geste barrière anti-fake news numéro 1. On doit rester critique sur ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Ne pas s'enflammer. Numéro 2. Si on repère une fake news en ligne, on demande à celui qui l'a postée de la retirer. Numéro 3, on signale la fake news à la plateforme où elle a été postée. Je les aide un peu quand même. Numéro 4. Si on a un doute, on check sur des sites qui vérifient les infos. Ce sont des sites qui vont débusquer les fausses infos des vrais. Et le 5e, c'est facile. Il faut faire plus de bruit que ceux qui répandent les fausses infos. Juste pour vous dire, ça donne un torticolis de dingue de vous regarder comme ça. La démultiplication des réseaux sociaux a accentué et accéléré la circulation des fausses nouvelles. Alors, on récapitule. Restez critique, Vérifiez, signalez demandez la suppression des fake news à leurs auteurs. et surtout, partagez les bonnes infos. Dis-moi, il y a une rumeur qui court. Il paraîtrait que tu t'adresses à nos spectateurs. Pas du tout, c'est une fake news. Allez, autre chose. Maintenant, en France, malgré un vif intérêt des adolescents pour les carrières scientifiques, vous allez le voir, on constate malgré tout que leur niveau en maths reste bien insuffisant pour concrétiser leurs ambitions. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui dans l'émission, c'est d'où vient, bien sûr, ce décalage? Faut-il pointer du doigt les stéréotypes de genre à la maison, à l'école ou encore dans les médias? Et surtout, quelles solutions peut-on apporter pour que les jeunes filles, justement, se sentent pleinement légitimes et confiantes dans ces filières? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et notre invité aujourd'hui en plateau, Philippe Colléon, cofondateur d'Acadomia. Je ne présente plus Acadomia, ça y est, maintenant, vous venez depuis tellement longtemps dans trentaine d'années l'émission. presque. Ah oui, alors, pas une trentaine d'années dans l'émission, mais ça fait une trentaine d'années que vous avez créé Acadomia. Et vous avez commandé là récemment une enquête réalisée avec Odoxa qui montre que 34% des collégiens et des lycéens se projettent dans des métiers scientifiques, particulièrement des jeunes filles qui rêvent de devenir vétérinaires, médecins ou encore ingénieurs. J'en parlais en introduction. Comment vous expliquez-vous, avec le recul que vous avez justement sur ces 30 ans d'entrepreneuriat avec Acadomia, au plus près justement des élèves, cette forte appétence des jeunes filles pour les sciences et malgré tout, leur niveau en mathématiques qui reste quand même assez faible? C'est toute l'équation à plusieurs inconnus, Ouais. qui est à la fois l'appétence pour des filières plutôt scientifiques et en même temps, effectivement, ce décrochage, si je puis dire, en mathématiques. Et on le voit progressivement entre le primaire, le collège, le lycée, où plus ça va, moins il y a de jeunes filles qui font des matières scientifiques. Alors, le pourquoi, il y a plusieurs explications possibles. Déjà, ce qui est intéressant, c'est au niveau maternel, garçons et filles ont exactement les mêmes compétences. Okay. Le premier décrochage se passe au niveau du primaire.
Alors pourquoi? Il y a plusieurs explications. Première explication, c'est effectivement souvent ce sont plutôt des maîtresses. Oui. Donc quelque part inconsciemment, les maîtresses vont pousser plus les filles vers des réflexions plutôt littéraires que scientifiques. Une deuxième explication qu'on pourrait donner, c'est effectivement, puis beaucoup de choses viennent toujours de l'enfance. Une petite fille va jouer à la poupée, va être plutôt dans le rêve, dans le récit, là où le petit garçon va être dans la construction et déjà quelque part dans une logique, si je puis dire, mathématique, pour construire son château fort ou sa petite voiture. Donc, quelque part, il y a, bien sûr, et encore une fois, souvent c'est involontaire, cette façon de reproduire un schéma qu'on a soi-même connu ou que la société un petit peu nous pousse. Donc, il y a cette explication de la petite enfance, mais effectivement, on le voit même chez Academia. En primaire, on suit 64% des jeunes filles sont en mathématiques. Par contre, au lycée, on est même à moins de la moitié, à 45%. Et on voit effectivement que les mathématiques, tout au long du parcours, eh bien, on va les orienter plutôt sur des professions littéraires. Et c'est exactement ce que vous disiez au début. C'est-à-dire qu'à un moment, elles rêvent de faire des métiers plutôt scientifiques, que vous avez cités, mais le destin ou l'aventure scolaire les amène plutôt vers des métiers littéraires. Les métiers littéraires. Alors, on comprend avec ce que vous nous dites, effectivement, et puis avec les nombreuses études qui ont été réalisées ces dernières années sur le sujet, qui est un sujet sociétal, presque culturel. Vous nous disiez avec le rôle des maîtresses, des parents, peut-être aussi, on va en parler. On apprend dans le rapport Teams 2023 qu'il y a un écart de 23 points. 23 points, c'est énorme. Entre les garçons en mathématiques, dès le C1 et la CM1 et la 4e, avec les filles. J'avais envie de vous dire, qu'est-ce qui contribue justement à ce fossé entre les filles et les garçons? Vous allez me dire, ça fait le lien avec ce qu'on vient de se dire, mais 23 points, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que la représentation des stéréotypes aujourd'hui dans la société, elle pèse concrètement sur des filières, sur des parcours de vie aussi, forcément. Tout à fait. Et on le voit, par exemple, sur les écoles d'ingénieurs, ils ont beaucoup de mal à recruter des élèves femmes. Tout à fait. Qui est pourtant un secteur en tension. C'est pas pour moi. Pourquoi elles se disent ça alors que souvent elles ont les compétences, mais dans l'inconscient, on a dit effectivement, ce sont plutôt des métiers de garçons et avec des parcours où les mathématiques sont valorisées et valorisées plus pour les garçons. Donc c'est alors effectivement globalement déjà on a un niveau de maths qui baisse. Mais alors, effectivement, l'écart se creuse entre garçons et filles. Et on va le voir surtout avec les effets Covid. Il y a eu aussi un effet Covid. Alors, justement, je veux bien qu'on en parle. Parce que vous l'avez remarqué, vous, chez Academia, cet effet Covid. On l'a remarqué. Beaucoup d'études le montrent. Que surtout, les élèves de CM1, CM2, effectivement, il y a un vrai décrochage. Pourquoi? C'est que la construction mathématique, c'est un peu comme des briques qu'on assemble. Donc si on n'a pas les fondamentaux, à un moment le mur s'écroule. Ce qui n'est pas le cas en français ou en histoire ou dans d'autres matières. Vous pouvez très bien comprendre le XVIIIe siècle sans avoir assimilé le XVIIe. En mathématiques, si vous n'avez pas les bases, vous ne pouvez pas construire. Donc quelque part, ces lacunes qu'il y a eu pendant on va dire presque 3 années Covid au niveau scolaire, eh bien se ressent. Et peut-être que les parents, peut-être que l'attention était plus portée sur les mathématiques et les garçons que les jeunes filles et les mathématiques. Donc on voit effectivement qu'il y a une accentuation de cet écart et en partie pendant cette période Covid. Bien sûr. Alors vous avez dit effectivement qu'en primaire, 64% des élèves que vous suivez en maths sont des filles, mais qu'elles ne sont plus que 45% en terminale. Là aussi, on voit que les chiffres baissent. Elles lâchent quelque part, ces filles, progressivement cette matière au cours de leur scolarité. Les stéréotypes de genre, parfois très ancrés dans les familles, peuvent limiter l'accès des filles aux jeux de construction. Vous en parliez tout à l'heure, à des activités qui stimulent la logique. Si demain, je ne sais même pas à quel poste on pourrait imaginer ça, vous étiez président de la République ou je ne sais quoi, mais vous aviez dans vos mains des cartes qui permettraient de faire en sorte que ces stéréotypes-là, ils n'existent plus. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui en France pour faire disparaître tout ça? C'est pas évident, je sais. Vous avez 4 heures. C'est évident, c'est un moment... regardez le nombre de familles où, par exemple, ce sont les mamans qui font travailler, réviser, et c'est plutôt le français. Et quand c'est les mathématiques, c'est le papa. C'est vrai. D'accord. C'est un peu cliché ce que je dis. Dans ma famille, c'était vous aussi, à moi. Voilà. Donc, déjà, un moment, c'est l'implication du père. C'est vrai. Et pas seulement auprès de leurs garçons, mais aussi de leurs filles. Deuxièmement, je crois que les jeunes filles peuvent être meilleures en mathématiques si on enlève effectivement ces clichés-là et qu'on les projette dans l'avenir. Tu as envie d'être vétérinaire, tu as envie d'être médecin.
il va falloir que tu travailles les mathématiques. Ouais. Donc, quelque part, l'objectif va les motiver, quelque part, à aimer ou à travailler une matière. Bien sûr. Et puis, effectivement, il y a le rôle des enseignants. Et encore une fois, beaucoup de choses sont inconscientes. Où effectivement, et puis elle est l'hérédité. Vous savez, je suis une jeune fille qui dit je suis pas bonne en maths, puis maman l'était pas non plus. Ouais. Il n'y a pas d'hérédité en mathématiques. Ah ouais. Enfin, ça Mais ça, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Donc, mais vous voyez, il y a toujours ce côté. De toute façon, oui, on n'est pas fait pour les maths. Si, il n'y a aucune raison qu'une jeune fille ne réussisse pas en mathématiques, mais encore, faut-il relier quelque part leur objectif de métier, et souvent elles en ont. Peut-être qu'elles en changeront, mais elles en ont. Tout à fait. Quelque part au parcours, donc qui passe par les mathématiques. Deuxièmement, motiver les parents quelque part à travailler les mathématiques aussi bien avec son garçon qu'avec ta fille. Oui. Mais parfois, les parents se sentent démunis parce que je sais très bien ce que pensent nos téléspectateurs, notamment féminins, qui vont vous dire mais attendez, moi, j'ai pas les bases. Ou en tout cas, je peux pas aider, à partir d'un certain niveau, mon enfant ou ma fille en mathématiques. D'où Academia, si vous me permettez. Le lien est tout trouvé, Philippe. Je vous laisse dérouler. Non. Mais c'est vrai que souvent, bien sûr. Arriver surtout au niveau lycée, c'est pas du tout évident d'aider ses enfants. Mais encore une fois, je crois que c'est lutter contre l'inconscient collectif de mettre les petites filles dans encore dans un rêve de princesse, de littéraire, les petits garçons dans les mathématiques. Voilà. Il faut essayer de dépasser ça et surtout dire aux jeunes filles, vous pouvez y arriver. Ces métiers-là sont pas réservés aux garçons, que ce sont des beaux métiers et qu'ils peuvent y arriver. Alors effectivement, il y a toujours les clichés, une femme a plus de mal à lire une carte, la représentation spatiale c'est plus difficile, ça a été plus ou moins un petit peu prouvé scientifiquement, mais je dirais les mathématiques ce n'est pas que ça et elles peuvent y arriver. Voilà, il faut surtout croire qu'elles peuvent y arriver. Il y a plein d'exemples effectivement de femmes qui arrivent dans ces métiers-là. Exemple qu'il faut mettre en avant, alors vous en avez eu notamment sur ce plateau, et Arwa, vous avez quand même fait des études de ce que je comprenais de ce que vous me disiez dans la finance. Exactement. Et vous étiez bonne en maths quand vous étiez plus petite? Eh ben non. C'est pas vrai. Ah ouais, sérieux? Oui. Ah oui, à l'école vous n'étiez pas bonne élève? Non, j'étais pas bonne en mathématiques, mais j'avais un attrait, j'avais envie d'en savoir plus. J'étais curieuse en fait du monde de la finance. Et c'est ce qui m'a poussée à me rediriger vers la finance. Ah ouais. Et j'ai travaillé. Justement, j'ai suivi des cours aussi et je me suis améliorée. Est-ce que vous avez suivi des cours chez Academia, Arwa? C'est pas grave. Mais c'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Bon, on va continuer à en parler. Ça apporte beaucoup, ça apporte énormément. Bien sûr. Si vous me permettez, les mathématiques c'est un jeu. Quand on comprend, c'est une logique. C'est une logique et c'est un jeu. Et quand on comprend, ça devient un plaisir. Et Bien sûr. Dernière remarque, nos meilleurs profs de maths sont ceux qui un peu comme vous, qui peut-être n'avaient pas compris, n'aimaient pas les maths. C'est vrai. Parce qu'ils comprennent ce que c'est de ne pas comprendre. Ouais. Ça change tout. Hein. Alors que quelqu'un pour qui c'est évident a moins de patience, moins de facilité à aider. Sûr. Tout réside aussi dans la manière dont on enseigne, justement, et dont on apprend. Les chiffres racontent une histoire. Ah là là C'est ça qui m'a Bon, attirée. il va falloir qu'on lance le Zaptech. On continue à en parler dans un instant, vous êtes d'accord? Génial, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et accompagner notre invité aujourd'hui, Philippe Colléon, le cofondateur d'Academia. Philippe, juste avant de reprendre nos passionnants échanges, si vous voulez bien, on va laisser place à la chronique d'Arwa, qui a une idée derrière la tech. Elle a une idée derrière la tech et aujourd'hui, vous allez nous parler, Arwa, d'un concept immobilier encore assez méconnu du grand public, c'est vrai, celui de l'échange immobilier. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer de quoi il s'agit ? Bien, Philippine, imaginons que vous souhaitiez quitter la région parisienne pour vous installer en province ou dans le sud de la France. Bien, l'échange immobilier vous permet de vendre votre bien à la personne à laquelle vous souhaitez acheter votre nouvelle propriété. Donc, c'est un mode de transaction dont on n'entend pas vraiment souvent parler. D'où vient cette pratique ? Elle est très ancienne, elle date d'avant la Révolution française. Quand l'argent se faisait rare, les agriculteurs échangeaient leur propriété auprès d'un autre agriculteur et ça leur permettait d'agrandir leur propriété ou de faire un rapprochement familial. Et puis, avec l'essor des banques le marché immobilier, et aujourd'hui, on échange, on achète un bien sur le modèle qu'on connaît à ce jour. Mais aujourd'hui, cette alternative revient en force. Elle revient en force parce que l'échange immobilier est officiellement reconnu dans le Code général des impôts depuis 1950. Concrètement, comment ça fonctionne aujourd'hui concrètement ? Grâce à des plateformes spécialisées, il est désormais possible d'échanger son bien immobilier légalement, facilement et en toute sécurité. BA Immo est l'une d'entre elles. Elle propose un concept innovant qui met en relation des propriétaires cherchant à échanger leurs biens immobiliers. Voici une vidéo qui va vous montrer comment ça se passe. Bienvenue chez BA, la toute nouvelle manière de faire une transaction immobilière uniquement réservée aux propriétaires. Le principe est simple. Une fois inscrit, vous découvrez les biens de la communauté BA les uns après les autres. Et sur chaque annonce, 2 choix s'offrent à vous. Le bien ne vous plaît pas ? Avec le bouton pouce bas, vous accédez tout simplement au bien suivant. Le bien correspond à vos attentes ? Alors envoyez un coup de cœur, ou plus rare, un coup de foudre. Le propriétaire est notifié de votre intérêt. Et si lui aussi aime votre bien, c'est un match. L'échange devient possible. Un facilitateur BA vous accompagne ensuite à chaque étape du processus si vous désirez aller plus loin. Alors, prêt à découvrir des biens exclusifs ? Le tout sans engagement et sans démarchage, puisque seul BA peut vous contacter et accéder à vos données. Créez votre profil en quelques clics, définissez votre recherche et mettez en ligne votre annonce. Vous voilà parti pour échanger l'immobilier avec toute la communauté. BA, échangeons l'immobilier. Alors, je comprends, Arwa, que ça ressemble vraiment à une application de rencontre. Pour le cadre immobilier, en revanche, c'est quoi les avantages de cette méthode par rapport à une vente traditionnelle ? J'imagine qu'il y en a des avantages. Le premier avantage, gain de temps. Pas besoin d'attendre, du coup, de vendre son bien pour acheter un nouveau. Fini le prêt immobilier, donc le prêt relais où la banque vous fait une avance et vous devez revendre votre bien dans un délai de 2 ans maximum. Donc, on oublie le stress. Et puis, pas de frais d'agence. Et surtout des frais de notaire moins élevés, 60% de gains au total. Donc je vous ai fait une petite simulation qui montre que sur un bien d'une valeur assez importante, on peut aller jusqu'à 64 KE d'économie. C'est toujours bien. Oui. On aime. Bon, est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui seraient intéressés par l'échange immobilier, justement ? Alors avant de se lancer, prendre le temps de bien faire estimer son bien, pour avoir un rapport d'égal à égal. Alors, il se peut parfois que vous trouviez un bien qui ait une valeur un peu plus importante. Dans ce cas, vous ferez un prêt immobilier sur le delta. Ouais. Et puis, après, soyez au clair avec vos critères. Vos critères. Quels sont les critères, justement, de ce nouveau bien que vous souhaitez acquérir ? Quels sont les critères de votre bien de rêve ? Est-ce que vous êtes au bord de la mer ou près de la montagne ? Et surtout, le nombre de pièces, la superficie. Et puis, prenez le temps de choisir une plateforme sécurisée qui est reconnue pour éviter d'avoir des ennuis par la suite. C'est sûr, ce serait un peu bête, surtout avec ces montants-là. Oui. Et Philippe, vous posiez une question très intéressante pendant la vidéo que vous diffusiez à Arwa. Fiscalement, c'est ça ? Oui, fiscalement, comment ça fonctionne ? Alors, fiscalement, justement, il n'y a pas de plus-value, vu que c'est égal à égal, donc il n'y a pas d'impact, en fait, au niveau fiscal. Donc ça n'a pratiquement que des aspects positifs. Exactement, et puis ça permet également à des personnes âgées qui ont un bien parfois qui peut être trop grand de pouvoir faire un échange sur un autre bien et de se rapprocher de leur famille aussi plus facilement. Et ben voilà, vous savez tout sur l'échange immobilier. Merci beaucoup Arwa pour cette chronique et on lance ensemble tous les 3 la deuxième partie du talk.
Deuxième partie du talk avec Aroua, toujours bien sûr, et avec notre invité aujourd'hui, je rappelle, Philippe Colléon, cofondateur d'Academia. On va continuer à parler avec vous, bien sûr, de la représentation des jeunes filles, des femmes plus largement dans les domaines du numérique, de la tech, de l'ingénierie, des mathématiques. Tout ça, ça vient depuis la tendre enfance. Et vous soulignez dans votre étude menée avec Odoxa que le manque de représentation féminine dans les domaines scientifiques contribue bien sûr à ce phénomène. Est-ce que vous avez une rôle modèle, quelque part? Est-ce que vous y croyez à l'importance d'avoir des gens, de mettre en avant des femmes qui ont réussi dans le domaine de l'ingénierie? Ouais. Mais bien sûr, je pense qu'à un moment, on le voit dans le monde du sport ou autre, les figures emblématiques, bien sûr, amènent les jeunes à dire c'est possible. Donc effectivement, que ce soit dans les médias, que ce soit géré dans la chanson, peu importe, de montrer que on peut réussir et surtout, en tant que jeune fille, on peut... je crois que ça se décide très tôt. C'est vrai. Beaucoup plus tôt que ce qu'on pense. Et toutes ces petites ondes qu'on injecte pour dire t'es plutôt littéraire ou scientifique. Mais vous voyez, il y a une vraie logique quand une jeune fille revient avec une mauvaise note et on lui dit de toute façon t'es nul et t'es pas fait pour les maths, on est cohérent. Tout à fait. On dit je suis pas fait pour ça, j'ai une mauvaise note donc je suis cohérent. Ouais. Si on leur dit mais attendez, t'as aucune raison de pas avoir de bonnes notes en mathématiques, on va à l'encontre quelque part des idées reçues. Donc déjà, pas se satisfaire auprès d'une jeune fille d'une mauvaise note en maths ou le j'aime pas. Ouais. Le j'aime pas. Ça demande un peu d'éducation quelque part aussi auprès des parents, j'imagine. Je vous en prie, les parents qui ont aussi pas leur part de responsabilité, parce qu'on ne veut pas les faire culpabiliser, mais c'est vrai que c'est un souci sociétal quelque part, et que j'imagine, de ce que je comprends de ce que vous me dites, que quelque part ça doit démarrer d'un point de vue culturel dans les livres, dans les films, dans les représentations aussi, que les jeunes filles se font. Les astronautes, tout le monde sait parler de Thomas Pesquet, mais très peu sont ceux qui peuvent citer... pardon, j'ai oublié son nom, et je suis désolé, mais qu'on voit cette navigatrice qui a fait le Vendée Globe. Violette d'Orange. Violette d'Orange, tout à fait. Vous voyez, c'est quel exemple. Exceptionnel. Et je suis sûr qu'elle doit être bonne en maths parce que la voile, c'est la météo, c'est réglage des voiles, etc. Il y a besoin de notions mathématiques. À Sophie Adno aussi, collègue féminine de Thomas Pesquet, etc. Mais ça, effectivement, on est encore trop nombreux sans doute à ne pas pouvoir citer leur nom. Et pourtant, Dieu sait que c'est important, on le comprend en tout cas, notamment dans le cadre de votre étude. Vous parlez aussi régulièrement dans les médias de cette spécialité de mathématiques qu'on pouvait choisir en première. La réforme du bac a un peu tout changé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme du lycée? Comme toute réforme, il y a de bonnes choses, et avec le recul, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je pense que ce qui ne va pas, c'est quelque part un enfant, dès la seconde aujourd'hui, doit déjà choisir des options. Ça veut dire quelque part se ferme des portes. On s'ouvre pas des portes quand on choisit des options, on se ferme des portes. Et on voit beaucoup d'élèves arriver au moment de Parcoursup, dire je voudrais faire telle université ou fac, etc. Mais j'ai pas pris les bonnes options. Donc quelque part, le système aujourd'hui fait que dès la seconde, à la limite, les notes de seconde va permettre de choisir l'option en première et encore plus être sélectif en terminale. Donc c'est-à-dire qu'on demande à un enfant de 14 ans ou 15 ans déjà d'avoir cette projection sur le type d'études qu'il veut faire. Là où qu'on voit sur le cursus américain, pratiquement vos 2 premières années universitaires sont un tronc commun. C'est vrai. C'est vraiment 3e année que vous prenez une spécialité. Donc je pense que et aujourd'hui quand on parle des métiers, j'ai un enfant de 14-15 ans, honnêtement, très peu savent ce qu'ils veulent faire. Bien sûr. Voilà, donc je pense qu'il faudrait, c'est peut-être le problème de cette réforme, c'est cette nécessité que les parents n'ont pas compris. Ils commencent à se préoccuper de ça 15 jours, 3 semaines avant Parcoursup. Tout à fait. Alors que ça serait dès la seconde qu'il devrait commencer à s'interroger sur ce qu'il veut faire après. Oui, et peut-être que cette représentation justement qu'ont les parents, quelque part, est diffusée à leurs propres enfants, qui ne sont pas forcément scolaires. Quand on a 15 ans, c'est peut-être pas forcément le premier truc auquel on pense. On est en train de se construire. On ne pense pas forcément à son avenir, en tout cas, ni à ses études. Tout ça est compliqué. Moi, c'est pas pour parler de moi, mais j'ai fait mes études en Angleterre. Et c'est vrai qu'en Angleterre, on le constate tous les jours, et on en parle régulièrement
pendant cette émission, vous pouvez faire des études d'anthropologie et devenir économiste ou agriculteur. C'est quand même complètement fou. Les barrières sont beaucoup moins présentes. Vous voyez, donc il y a peut-être une réforme quelque part générale. Alors là, on demande beaucoup peut-être à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur. Mais... Oui, mais je pense que l'arrivée de l'IA va être une révolution qui va obliger, j'espère, chacun à repenser son modèle éducatif. Donc c'est un peu que si on remettait tous les pays sur la même ligne de départ. Certains ont déjà pris le départ. C'est vrai. Et voilà, ça va complètement... ça doit transformer complètement notre système éducatif. Est-ce que l'intelligence artificielle, justement, c'est un domaine où les mathématiques sont très présentes. Est-ce que c'est une opportunité pour attirer davantage de jeunes filles vers les mathématiques et vers ces métiers qui sont parfois en tension ? Ingénierie. Je sais pas, je pense que ça va être toujours encore le rôle des acteurs autour de l'enfant, la famille, les profs. Ouais. On en revient toujours. On en reviendra aux mêmes choses. Je pense par contre, moi je préfère parler d'intelligence plutôt qu'artificielle active. C'est-à-dire que quelque part, l'IA va nécessiter une éducation où l'enfant devra être beaucoup plus actif qu'aujourd'hui par rapport à une éducation un peu passive. Oui. Oui. Donc c'est ça qui va transformer beaucoup de choses. Et là-dessus, je ne vois pas pourquoi les filles seraient moins bonnes que les garçons. Dans un autre sens, on parlait juste avant la chronique d'Arroy du fait que tout dépend aussi de la manière dont on enseigne une matière. Un enfant aime une matière ou ne l'aime pas en fonction de l'enseignant qui l'enseigne, en fonction de la matière. C'est vrai. Oui. Peut-être que cette intelligence artificielle qui bouleverse un peu, notamment le domaine de l'éducation et d'autres pans de notre vie, elle va rendre les mathématiques un peu plus sexy. Est-ce que vous ne pensez pas que les mathématiques, aujourd'hui, dans l'imaginaire public des jeunes, ils se disent, bon, ok, c'est compliqué, deux, je ne vois pas très bien ce que je peux faire après, que ce n'est pas très concret? Alors, d'abord, c'est une philosophie française et très abstraite. Les mathématiques, le plus dur, c'est presque de comprendre la question. C'est vrai. Souvent, répondre à la question. Il faut déjà comprendre la question. Mais surtout, l'IA va permettre de la personnalisation, de l'individualisation. Ouais. Donc, ce qu'un enfant... Vous savez, c'est toujours dur de poser des questions en classe. L'IA va permettre ce dialogue et permettre surtout de dire qu'est-ce que moi je n'ai pas compris et de s'adapter à moi. C'est un petit peu, pardon, je reviens sur Academia, c'est le propre du cours particulier, c'est de pouvoir s'adapter à chaque enfant. Et l'IA va permettre, quelque part à grande échelle, cette personnalisation en mathématiques ou sur d'autres matières. Bien sûr. Vous étiez précurseur de toute façon avant même l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pourquoi parce qu'il y a IA dans Academia. Oh, bravo, bravo Philippe. On peut applaudir Philippe. Merci en tout cas. Merci de votre invitation. Vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez. Beaucoup. Philippe Colléon, le cofondateur d'Academia. Merci à vous aussi, Arroy, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. À Dylan Kohler d'avoir produit cette émission, à la régie, bien sûr, qui tous les jours est dans mon oreillette et derrière toute cette émission. Merci à eux. On se retrouve dès demain, dès 12h30, toujours dans l'École du Futur sur School TV. Et d'ici là, passez une très, très belle journée.